son aussi. D'ailleurs, eux, ils prennent pas d'hélium, même s'ils veulent rester anonymes. Et donc voilà, je compte sur vous, respectez leur anonymat, et on va se contenter de les remercier pour leur présentation. Est-ce que tout est prêt? Eh ben, Annecy, je te passe la parole. Très bien. Donc avant de commencer, un petit rappel. Rares sont les victimes qui acceptent de témoigner sur des incidents de sécurité. Donc la critique est facile, etc. Qui dans la salle a subi un incident de sécurité? Il y a quand même des gens qui osent lever la main, mais je pense que si vous vous tournez vers votre voisin, il y a de grandes chances que lui aussi en a subi un et n'ait pas vraiment envie de vous l'avouer. Et contrairement à beaucoup, TV5 a accepté de le faire pour que vous puissiez en profiter. Donc on aimerait qu'on les remercier pour cette occasion et que vous respectiez au moins tout leur ouverture d'esprit et leur humilité. J'ai passé la parole à mon collègue qui va vous présenter la première partie de la présentation qui va concerner l'analyse de l'incident, et la deuxième partie va se focaliser sur la remédiation qu'on a effectuée. Donc bonjour. Dans la nuit du 8 au 9 avril 2015, à peu près à 3 heures du matin, l'astreinte du bureau réponse à incident de l'Annecy a été appelée par le groupe TV5 Monde parce qu'il subissait un incident majeur qui avait plusieurs composantes importantes pour eux et qui avait plusieurs composantes importantes pour eux, notamment le fait qu'ils avaient d'abord et avant tout l'écran noir, qui est le cauchemar de tout groupe de télévision. C'est-à-dire qu'ils avaient cessé la diffusion vers les broadcasters dans le monde de leurs 20 chaînes thématiques, ce qui est l'événement le plus grave qui puisse leur arriver, notamment en termes de business. Ils avaient également leur présence sur Internet qui était défigurée. Ils avaient leur chaîne Twitter, YouTube et Facebook qui étaient défigurées avec des revendications djihadistes. Et également, ils avaient perdu leur messagerie interne qui les empêchait de communiquer facilement entre eux. Donc, bien sûr, au vu de la criticité de la situation, l'astreinte a immédiatement mis au point une réunion le lendemain matin avec les différents acteurs de cet incident. On a retrouvé rapidement le ministère de l'Intérieur qu'on connaît bien sur cet incident, et on avait autour de la table à peu près toutes les personnes qui étaient importantes pour le traitement de cet incident. Et immédiatement, les personnels de TV5, les administrateurs, vont nous présenter des extraits de log TACAX qui vont clairement expliciter le côté malveillant de l'incident, dans le sens où on va avoir des commandes de suppression de firmware, des commandes qui sont faites explicitement pour endommager les équipements d'infrastructure, réseau, et ces éléments, en conjonction avec les éléments de défiguration de leur présence web, indiquaient clairement un incident de sécurité. Parce que dans ce genre de situation, un incident de production, des serveurs qui s'arrêtent, ça peut être aussi plus souvent pour beaucoup d'autres raisons que de la sécurité. Donc pendant cette première réunion, on va se mettre d'accord sur nos objectifs pour les prochaines 48 heures. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement, et principalement cette réunion va avoir pour objectif une prise de contact, qu'on puisse identifier dans les prochains jours quels sont les bons interlocuteurs sur les bons sujets des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien côté TV5 que côté Annecy, qui contacter pour un problème Active Directory, qui contacter pour un problème réseau, etc. Souvent aussi, on va, dans les premières heures d'incident, avoir une recherche de quick win. Donc c'est tous les éléments qui peuvent être relevés facilement, qui vont nous permettre de démarrer, de bootstrapper un petit peu notre analyse, notre investigation, et qui vont nous donner une première préhension, une première prise de contact avec la présence de l'attaquant sur le réseau de la victime. Dans cet incident en particulier, on va aussi avoir l'obsession pendant les premiers jours de la recherche d'une éventuelle bombe logique, parce qu'on craignait qu'une éventuelle reprise d'activité de TV5 soit immédiatement sanctionnée par l'attaquant via un script, une tâche planifiée, quoi que ce soit, par une nouvelle destruction des équipements qu'on aurait remis en ligne de façon improprement sécurisée.
Donc on a vraiment voulu aussi assurer un redémarrage, c'est dans l'intérêt de tout le monde autour de la table, que le redémarrage se fasse dans des conditions de sécurité satisfaisantes qui nous permettent de prévenir autant que faire se peut ce genre de situation. Enfin, pour nous, Annecy, ce qui est important aussi, c'est d'avoir le casting approprié pour cet incident, c'est avoir les bons intervenants qui seraient les mieux à même d'aider la victime dans la résolution de son incident. Donc toutes les compétences du bureau ont été appelées, donc tous les types de compétences. Et puis nous avons aussi, bien sûr, nos collègues auditeurs qui nous assistent dans ces situations parce qu'ils nous apportent rapidement une compréhension du réseau de la victime, qu'ils connaissent souvent mieux que la victime elle-même au bout de quelques heures, quelques jours. Et ils vont aussi assister la victime dans les aspects de remédiation de leur incident sur lesquels ils ont vraiment l'expertise pour faire ça au COSI, à l'ANSSI. Donc en termes de quick win, nos collègues auditeurs vont rapidement venir nous voir en nous disant on a quand même repéré un compte qui est administrateur du domaine et qui s'appelle Local Administrator, qui a été créé récemment sur l'AT de la victime, et on est quand même dans le temple de la francophonie. C'est quand même bizarre, un local administrateur comme ça sur ce réseau. Et effectivement, on va rapidement teinter ce compte comme étant potentiellement utilisé par l'attaquant, et on va s'intéresser aux à la présence de ce compte en fait sur le réseau. Donc on va faire un simple netsession/list, on est dans du quick win, des choses qu'on peut faire rapidement et simplement, et on va repérer des sessions bureau à distance, des sessions RDP qui sont restées ouvertes, déconnectées, mais restées ouvertes sur le réseau de TV5. Sur ces machines-là, on va récupérer le mot de passe de l'administrateur de ce compte dans la mémoire de la machine, ce qui va nous permettre de nous reconnecter, de reprendre le contrôle de ces sessions RDP pour voir un petit peu ce qu'était en train de faire l'attaquant avec ces sessions. Donc on va régulièrement, sur ces aspects-là, on va essayer de regarder tout ce qui est most recently used, tout ce qui est utilisé récemment sur ce poste, le contenu du bureau, différentes choses, et on va remarquer notamment dans le Task Manager, deux processus, ils étaient un peu plus nombreux, mais ça ne tenait plus, deux processus RunDLL32, qui est un processus légitime, un exé légitime de Microsoft, qui permet de charger une DLL et d'appeler un point d'entrée avec des arguments passés en paramètres de la commande. Donc ici, on avait ce connectback.dll, on va l'appeler comme ça sur la suite de l'incident, avec un argument et une adresse IP routable sur Internet et quelque chose qui s'apparentait quand même très sérieusement à un numéro de port. Cette DLL, on la récupère et on la soumet à nos collègues de la rétroconception qui vont rapidement nous indiquer que c'est un outil de connectback, donc c'est typiquement quelque chose qui permet de se connecter, d'ouvrir une session depuis le réseau de la victime vers Internet, vers un serveur de contrôle, et d'avoir comme ça un canal de TCP de connexion directe entre le réseau de la victime et l'attaquant. Donc ça peut être très utile pour faire des sessions SSH, etc., entre le réseau attaqué et l'attaquant. Donc en termes de quick win, on a pas mal d'éléments à ce stade de l'incident. On a une belle moisson. Si on récapitule un petit peu, on a les logs TACAX qui nous donnent les commandes exécutées par l'attaquant, mais aussi l'adresse IP de la machine. Il s'avère que cette machine, c'est la machine d'un administrateur qui est absent, qui est en vacances à l'autre bout du monde. Et c'est aussi une machine qu'on va appeler désormais Ankou, dans le suite de la présentation. On a une adresse IP, donc celle qui est passée en argument. On a un malware, c'est toujours intéressant. Un malware, ça nous permet un petit peu d'avoir une première idée du code utilisé, des outils utilisés par l'attaquant. Et on a également ce compte local administrator qui nous quand même va permettre de vraiment bien démarrer nos analyses. Donc, en termes des grandes périodes d'un incident de sécurité pour nous, il y a une période de prise en charge dont on vient de parler un petit peu, les quick wins, etc., qui est très courte mais qui est très intense pour les participants parce qu'on a énormément d'informations qui nous arrivent, on doit aussi en donner énormément. Il y avait beaucoup d'attentes de la part des gens de TV5 sur ce qu'on allait faire pour les aider, parce qu'ils étaient un peu paniqués, un petit peu quand même en panique. Et puis, une fois cette étape un petit peu de psychologie et de partage, un petit peu de plan d'action, etc., qui les ont rassurés, on va se mettre en marche pour collecter des données sur le réseau qui vont nous permettre de conduire nos analyses et d'affiner notre compréhension de l'attaque.
Donc une fois qu'on a des données à analyser, là pour ça je tiens aussi à remercier TV5 parce que contrairement à beaucoup de sociétés qui font un peu de pushback quand on leur demande de collecter des informations, ils nous disent mais attention, on a des serveurs de prod ultra sensibles, tout ça, on peut pas faire ce qu'on veut, vraiment TV5 ont été très ouverts, ils ont été très acteurs de la collecte de données et ça nous a beaucoup aidé dans la qualité des analyses qu'on a pu faire. Donc, une fois qu'on a une bonne collecte, ça dure à peu près 1 semaine, 2 semaines. Chez eux, ça a été assez rapide. Et on peut rentrer dans un cycle d'analyse qui, lui, va s'écouler sur plusieurs semaines où on va affiner progressivement notre compréhension de l'attaque. Nos collègues auditeurs, eux, vont s'attacher dès le départ à assister la victime dans la démarche de remédiation. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de choses que les administrateurs vont aussi devoir faire pour se préparer à remédier à l'attaque sur leur réseau. Et enfin, le temps le plus long, celui qui est parfois aussi le plus pénible, c'est le temps de la remédiation, de la rédaction des rapports et des retours d'expérience qui sont parfois sur plusieurs mois et ça peut même être un peu plus long. C'est pas la partie que je préfère. En termes de données collectées sur cet incident chez TV5, on avait bien sûr les logs TACAX, mais les logs ont été vraiment très importants sur cet incident parce que l'attaque était fraîche. On est arrivé quelques heures après la survenue de l'attaque sur leur réseau, en tout cas le moment où on s'en est rendu compte. Donc une attaque très fraîche, des logs présents, et en plus TV5, pour des raisons de disponibilité, avait des logs de bonne qualité qui leur permettaient rapidement de retrouver la source d'un problème de production. Donc vraiment d'excellents logs qui nous ont permis de travailler de façon efficace. On avait également des copies de disques. Cet incident a été judiciarisé depuis sa première heure. Donc on savait qu'on aurait un ensemble de supports et de rapports de réquisition judiciaire à fournir. Et donc on a fait un certain nombre de copies de disques et de mémoire qui nous ont permis de répondre à cette attente, mais principalement ciblées sur les machines clés de nos analyses. Un événement intéressant aussi sur cet incident, c'est qu'il y avait pas mal de Linux embarqués au niveau des encodeurs et du multiplexeur Cisco. Et ces machines n'avaient jamais été dumpées de façon forensique, personne ne savait le faire. Le fournisseur de matériel ne voyait vraiment pas ce qu'on voulait faire quand on leur disait qu'on voulait copier les supports de stockage de ces équipements de façon sérieuse qui nous permettrait de travailler. Et en plus, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'en fait, sur ces systèmes, il y avait des cartes, et sur ces cartes, il y avait également des Linux embarqués, ce qui nous donnait un peu une inception au niveau copy forensic, ce qui n'était pas forcément simple à gérer. En termes de couverture du parc, on avait également besoin d'avoir une vision complète sur le parc de TV5 et sur leurs différentes plateformes. Donc on a utilisé notre outil de recherche de compromission qu'on appelle ORC, qui nous permet de collecter les métadonnées du fonctionnement du système, ses logs, tout un ensemble d'éléments qui nous permettent d'avoir une vision complète du parc de la victime et de travailler de façon qui passe à l'échelle d'un parc. Là ici c'était un tout petit parc, mais on a déjà travaillé sur des parcs de bien plus grande ampleur. En termes d'analyse, cette fois, il n'y a pas vraiment de surprise. On utilise vraiment les outils classiques de la communauté de la réponse aux incidents. On monte des images disques sur des machines et on les analyse. Il n'y a pas vraiment de secret là-dedans. Par contre, on a quelques outils qu'on utilise. Donc, je voudrais principalement parler de Flashback et d'Orc2DB. Flashback, c'est un outil qu'on utilise pour faire du carving de mémoire physique sur les machines, qui nous permet de récupérer à l'échelle du parc toutes les métadonnées du fonctionnement du système d'exploitation. Et ces données, une fois introduites en base, nous permettent de travailler à l'échelle du parc et de faire du forensic mémoire à l'échelle d'un parc, ce qui est quand même assez sympa. Orc2DB, c'est l'outil qu'on va utiliser pour faire remonter dans la base de données les données d'Orc avec un pré-traitement qui va nous permettre d'agréger des données, faire des résumés, des choses comme ça, qui vont être particulièrement pertinents et qui vont permettre à toute une équipe d'analyse de travailler sur le même jeu de données en équipe. Et nos reverseurs aussi, c'est important d'en parler, ils utilisent bien sûr IDEA, mais ils utilisent aussi énormément de scripts Python qui vont leur permettre de dépacker des malwares, qui vont permettre de déchiffrer, de désencapsuler des communications ou des configurations, des éléments de stockage, etc. Il y a vraiment un gros travail qui est fait de leur côté pour vraiment accélérer ce travail et le rendre le plus automatisé possible, pour donner un petit peu de réactivité et de la pertinence maximum au travail de reverse qui peut parfois être plus long que le temps de résolution de l'incident, ce qui est quand même dommageable.
On fait jamais d'analyse dans la réponse à un incident uniquement pour le plaisir de faire de l'analyse. On va avoir des objectifs précis. Dans le cadre de TV5, eux, ce qu'ils voulaient savoir, c'est comment est-ce qu'ils allaient pouvoir repartir de façon sûre. Donc, ils voulaient vraiment une reprise d'activité qui soit ciblée et la plus efficace possible. Donc, ils avaient besoin d'une compression du périmètre de la compromission, qu'est-ce qui a été touché, non touché, etc. Le ministère de l'Intérieur lui avait des objectifs complètement différents. Ce qu'ils voulaient, eux, c'était une chronologie précise, de faits précis qu'on pouvait attribuer de façon certaine à l'attaquant. Donc, ils voulaient vraiment avoir un rapport judiciaire. C'est pas très marrant à écrire, mais il faut le faire. Voilà, donc avec un objectif complètement différent de TV5. Et puis en termes de l'ANSSI et de ses partenaires, ce qu'on voulait savoir, ce que ses clients voulaient savoir, c'était comment est-ce que l'attaque a pu se produire, quels sont les moyens utilisés par l'attaquant, quels sont les moyens de les prévenir et quels sont les moyens de les détecter. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu l'attaque elle-même, comment ça s'est produit, en tout cas la compréhension que nos analyses nous en ont donné, hein, parce qu'il faut toujours rester humble par rapport à tout ça. On n'a pas la science infuse et donc on sait des choses, mais on ne sait pas forcément tout. Ce que vous présentez, c'est ce que je sais. Donc en termes de chronologie de l'attaque, cette attaque, on peut la résumer dans des grandes phases qui sont pour les 3 premières vraiment très classiques de ce qu'on appelle une APT. C'est vraiment une première phase d'exploration, de découverte de la victime par l'attaquant. Ensuite, une étape de compromission qui a été particulièrement rapide dans le cas de TV5, qui a duré 3 jours. Et une étape beaucoup plus longue ensuite, qui est classique aussi que ça soit beaucoup plus long, c'est l'étape de collecte de données, hein, qui s'est étalée sur plusieurs semaines. Et enfin, par contre, élément très différent sur cet incident, c'est la phase de sabotage, qui n'avait jamais été vu en France et qui est quand même un élément particulièrement saillant de cet incident. On va revenir un petit peu maintenant sur toutes ces différentes phases pour essayer de les détailler. Donc vous retrouverez sur tous ces slides maintenant, en bas à gauche, les données qui ont été utilisées pour analyser, pour découvrir les éléments sur cet événement précis. Et à côté, au niveau dans la colonne analyse, vous aurez les analyses qui ont été conduites sur ces éléments que nous avons collectés. Sur la partie en haut du slide, vous aurez une reprise de la frise chronologique de l'incident qui vous donnera un petit peu en rouge chaque fois l'étape courante qu'on est en train de décrire. En bas à droite, vous aurez 2 indicateurs qui vont évoluer au fur et à mesure des slides, que je ne retraiterai pas, qui vous présentent le nombre de machines compromises par l'attaquant, effectivement utilisées par l'attaquant, hein, parce qu'il peut être compromis ou ce qu'il aurait pu simplement toucher sur une connexion réseau, mais vraiment des machines compromises. Et sur l'indicateur de droite, c'est le nombre de comptes utilisateurs, alors tout compte confondu, Active Directory, VPN, infrastructure réseau, etc., les comptes effectivement utilisés par l'attaquant. La première chose qu'on va découvrir sur cet incident, c'est que l'attaquant a simplement scanné les adresses IP publiques de TV5, hein, pas de grand mystère là-dedans. Et il a découvert un serveur qui, chez TV5, est utilisé pour récupérer des contenus multimédia qui sont envoyés par les journalistes sur le terrain, soit avec leur smartphone, soit avec n'importe quelle connexion Internet. Ils peuvent envoyer une vidéo, du son, etc., de façon très simple. Et ce serveur va être chargé de les transmettre ensuite à la régie de TV5. Malheureusement, ce serveur exposait aussi son port RDP sur Internet et la machine était configurée avec le compte par défaut de l'utilisateur pour cette application. Donc on avait un username mot de passe qui était bien connu, il suffisait de chercher sur un moteur de recherche le nom du produit, on trouvait le username mot de passe assez facilement, et c'est ce qu'il a fait. Il s'est connecté en RDP à cette machine, et il y a déposé un RAT, donc un outil d'administration à distance, qu'il a pu commencer à utiliser pour explorer sa prochaine étape, son rebond à l'intérieur du réseau de TV5. Malheureusement pour lui, dans le cas précis de cette machine, ça ne lui a pas servi à grand-chose parce que cette machine n'était pas connectée au reste du réseau de TV5, était simplement une liaison coaxiale avec des protocoles spécifiques pour uniquement les contenus multimédia, donc il s'est vite retrouvé dans une impasse. Et au bout de quelques jours de tentative, il s'est rendu compte qu'en fait, il n'allait nulle part avec cette machine et il a fini par l'abandonner. Il ne va pas s'arrêter là, il va, quelques jours plus tard, revenir, et cette fois avec un compte d'un prestataire,
qui administre certaines ressources et applications du réseau de TV5. Et il va utiliser le compte de ce prestataire au VPN pour se connecter au VPN. Il va jamais le faire directement, il va toujours le faire via un VPN anonymisant. Et c'est un schéma qu'on va retrouver tout au long des prochains slides, c'est-à-dire qu'il va passer par son IP vanish et se connecter au VPN de TV5 pour réaliser tout un ensemble d'opérations. Assez étrangement, la première chose qu'il fait, c'est de scanner le sous-réseau des clients VPN connectés au réseau de TV5. Je vois pas trop l'intérêt. S'il y en a quelqu'un qui a une idée de ce que ça peut être, à quoi ça peut être utile, je suis preneur. Par contre, il va scanner aussi les autres réseaux internes de TV5. Il va découvrir deux machines qu'on va appeler Robin et Rob 2. Et ces deux machines, ce sont des machines Windows qui vont être utilisées pour manipuler les robots qui gèrent les caméras sur le plateau du journal de TV5. Donc ces applications sont à nouveau configurées avec des comptes par défaut qui n'ont pas été changés par l'intégrateur et on va avoir notre attaquant qui va simplement à nouveau déployer son RAT sur ces machines. Et là, il a vraiment un pied dans le réseau de TV5. Pour la première fois, il est vraiment à l'intérieur et il va pouvoir commencer son travail de compromission. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'il est tout de suite au cœur du métier de TV5. Il est vraiment sur le plateau de télé. Ces deux machines étaient vraiment en face du journaliste qui présente le journal de TV5. Donc ça, c'est la petite anecdote assez marrante. La prochaine étape d'un attaquant, quand il a un premier pied dans le réseau, c'est l'élévation de privilèges au niveau Active Directory. Donc ici, il va se connecter à un contrôleur de domaine et il se connecte avec un compte de prestataire, à nouveau, c'est pas le même, mais un nouveau compte, qui en plus est administrateur de domaine. Donc il a username et mot de passe de cet administrateur de DOM et la première chose qu'il va faire, c'est créer un compte administrateur du domaine et il l'appelle bien sûr local administrateur. C'est probablement la raison principale de cette action est de s'affranchir du compte qu'il a utilisé pour compromettre l'AD. Il ne sera pas par exemple sujet au changement de mot de passe que pourrait décider de faire cette personne. Donc comme ça, il a vraiment un pied, une persistance dont il maîtrise totalement sur l'AD de sa victime, au détriment de la détection, bien sûr. Maintenant, on rentre dans la nouvelle phase, donc la compromission. Le début, les deux premières machines, les robots, c'était le 6 février. Le 11 février, l'AD est compromis. Maintenant, on rentre à partir de la mi-février, le 16 de mémoire, on rentre dans l'étape de collecte de données. Maintenant, l'attaquant va s'intéresser principalement au wiki de la DSI de TV5, sur lesquels il stocke toutes leurs informations, et il va également utiliser abondamment la messagerie pour faire des recherches sur des mots-clés. Il va chercher Telnet, SSH, compte, pass, Cisco, VPN, MKV, vidéo. On voit qu'il s'intéresse aussi très tôt au métier de TV5, il n'est pas là par hasard. Et il va effectivement avoir ces recherches qui vont être particulièrement réussies, c'est-à-dire qu'il va retrouver tout un ensemble de documents qui vont contenir non seulement les adresses IP des équipements réseau, mais les schémas d'architecture et les comptes pour y accéder, des comptes privilégiés pour y accéder. Donc là, il a vraiment tous les éléments qui vont lui être nécessaires, il n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Il va quand même avoir besoin de se renseigner un petit peu sur ses matériels, il va faire des recherches, je pense qu'il y a vraiment une pause dans l'attaque, il reste inactif pendant quelques temps, et il va revenir dans un deuxième temps pour vérifier les informations. C'est-à-dire qu'il a probablement traduit les documents, il les a analysés, il a fait des recherches sur Internet, et maintenant il va vouloir vérifier d'une part que les machines qu'il a compromis ont bien un accès à ces équipements, notamment sur leur part d'administration, mais également que les comptes qu'il a en sa possession sont toujours valides, d'une part, que les mots de passe n'ont pas été changés, c'est pas un vieux document abandonné sur le wiki depuis 2 ans et qu'il n'y a plus rien de valide, mais également qu'ils ont les bons niveaux de privilèges. Donc on va vraiment retrouver dans les logs TACACS tous ces éléments dans ces accès à ces équipements. La prochaine étape aussi, ça va être, il va commencer à préparer son attaque, c'est-à-dire qu'il va déposer sur la machine de l'administrateur qu'on appelle Ankou, le connect back dont on parlait tout à l'heure, et il va rester inactif sur cette machine pendant quelques temps.
Maintenant, il a tout à sa disposition. Il a les privilèges complets sur le réseau de TV5, il a tous les documents, tous les éléments, il a vérifié la qualité de ses informations, et donc il est prêt à passer au 8 avril à son attaque proprement dite. Sa journée va commencer à 15h40 par une vérification à nouveau. Il est très méticuleux, il va vérifier qu'il a bien toujours des comptes qui sont actifs, et il va pouvoir se connecter aux multiplexeurs et aux encodeurs, aux switches et aux routeurs pour vérifier que tout est bien le jour J valide et utilisable. L'étape suivante, ça va être de déposer sur Ankou un NGRAT, donc c'est un script VBS qui est largement utilisé, à peu près n'importe quel script qui dit peut s'en servir. Il va le déposer sur cette machine, mais il y a un fait important ici, c'est qu'il ne s'en sert pas. Il le dépose sur la machine, mais à aucun moment il n'est exécuté, à aucun moment on voit nulle part sur le réseau la moindre connexion au CNC configuré de ce NGRAT. Donc on peut interpréter ce NGRAT comme étant à l'heure, hein. C'est pour ça que je l'ai représenté de cette façon. C'est clairement quelque chose qui peut être interprété comme une tentative de l'attaquant d'égarer l'investigation. À 17h30, il va activer sur Ankou et sur un contrôleur de domaine son connect back, et à partir de maintenant, il ne va plus être dépendant du VPN, il va se connecter directement avec son tunneling TCP à ces deux machines et les utiliser pour conduire les prochaines étapes. Il fait une pause pendant à peu près 2h30, ce qui est quand même notable, c'est qu'il y a une vraie période, on est prêt, est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante, où il peut aller manger aussi. Et à 20h, je ne vais pas aller trop vite là. À 20h, voilà. À 20h, il va faire sa première action destructrice du réseau de TV5, c'est-à-dire qu'il va modifier, endommager la configuration IP des encodeurs et du multiplexeur. Ça n'a pas d'effet visible immédiatement parce que tant que les encodeurs et multiplexeurs ne sont pas redémarrés, la nouvelle configuration IP n'est pas validée. Mais néanmoins, ça va beaucoup gêner les équipes de TV5 parce que d'une part, la première chose qu'ils vont faire, c'est tout redémarrer. Donc, ils vont tout casser. Et deuxièmement, ça va aussi obliger TV5 à attendre qu'on ait fait les copies de ces équipements pour s'assurer qu'on ait bien tous les éléments de preuve associés à cette modification de ces éléments. Heureusement pour eux, ils ont une vraie culture de la dispo, et donc ils avaient des spares à froid qu'ils ont pu mettre en ligne et utiliser pour reprendre l'activité rapidement. À 21h, c'est la présence sur Internet de TV5 qui est endommagée, qui est défigurée. Donc on a depuis Internet directement tout ce qui est réseaux sociaux qui est défiguré, donc YouTube, Facebook, Twitter, etc. Et depuis le réseau de TV5, on a la défiguration du site web de cette TV5 Monde. À 22h, c'est là que les choses vraiment sérieuses vont commencer pour TV5 en termes de dommages. C'est une dernière vérification, une connexion sur les routeurs et les switches, et l'attaquant va émettre un certain nombre de commandes. Donc c'est important de noter ici que ce sont les vraies commandes, hein, c'est pas des choses qu'on a reconstituées ou modifiées. Ce sont effectivement les extraits de log TACAX qu'a exécuté l'attaquant pour méthodiquement supprimer tous les firmware présents sur les switches et les routeurs, et qui vont mener immédiatement après cette action à l'écran noir et à l'avertissement de la crise pour les équipes de TV5. Ils ont de la chance dans leur malheur, c'est qu'ils étaient en train de fêter ce jour-là la mise en production d'une nouvelle chaîne thématique, et ils étaient nombreux sur le site ce soir-là pour fêter l'événement. Et ils ont pu aussi, le bon côté des choses, c'est qu'il y avait des compétences sur place qui l'ont permis de réagir rapidement et efficacement pour commencer à analyser les événements et commencer la recherche dans les logs, etc. On va avoir une dernière action de l'attaquant à 22h40. L'attaquant va supprimer un certain nombre de machines virtuelles de TV5 sur leur OSX, et notamment leur messagerie, ce qui va aussi beaucoup les impacter pour les étapes suivantes. À peu près un peu avant minuit, les équipes de TV5 ont la certitude qu'ils sont effectivement victimes d'une attaque. Ils ont aussi consulté leur site web, ils se sont dit qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient. Et ils prennent la décision pour ficher la situation de déconnecter Internet. C'est effectivement une solution qui a été efficace pour eux parce que effectivement,
à partir de ce moment-là, on ne peut attribuer de façon certaine aucun fait technique sur le réseau de TV5 à partir de ce moment-là. Donc à partir du moment où les CNC étaient coupés via la déconnexion de la fibre, on ne note plus rien qui peut être lié à l'attaquant. Donc voilà, j'ai terminé. Je vais passer la parole à mon collègue qui va vous présenter les actions de remédiation. Très bien. Donc en parallèle de ce qui a été fait jusqu'ici, c'est-à-dire l'analyse de l'incident avec la collecte de faits techniques, il y a aussi les phases d'audit et de remédiation qui se mettent en place de manière à fournir à TV5 pas mal de choses. Donc le contexte de l'opération, déjà pour rappeler, c'est que dans l'urgence, on souhaite premièrement s'assurer de la bonne isolation du réseau. Est-ce qu'en ayant coupé leur fibre, ça suffisait? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres accès Internet sauvages? On souhaite également obtenir une vision exhaustive et précise de leur réseau pour le comprendre, voire même le connaître mieux que les administrateurs et exploitants de TV5. On veut ensuite fournir une solution temporaire qui soit sûre pour une reprise de l'activité bureautique et journalistique. Vous imaginez des journalistes sans Internet, dont le métier c'est de publier des contenus audiovisuels et de le faire partout dans le monde. Sans Internet, ça va être un petit peu difficile. Et enfin, ça va être de leur proposer un plan de remédiation au plus vite. Toutes ces actions sont absolument nécessaires pour éviter une reprise des activités de l'attaquant et pour s'assurer que lorsqu'on reprendra sur un SI sain, ce soit fait sans qu'il puisse rester de traces potentielles ou de connexions ou de backdoor ou de bombes logiques. Le contexte du réseau, ça va être environ 140 serveurs, il y a quelques centaines de postes Windows. Ce qui est notable, c'est qu'il y a une sacrée prédominance des Mac qui sont déclarés dans l'Active Directory. Et c'est quelque chose d'assez inhabituel. En général, on a plutôt une proportion qui est largement en faveur de Microsoft sur les réseaux bureautiques. Les serveurs étaient hétérogènes, il y avait pas mal de bases de données classiques. Les serveurs métiers, par contre, étaient principalement en workgroup, avec une petite distinction qu'on détaillera. Et leur réseau de diffusion audiovisuelle était constitué d'équipements spécifiques Cisco, d'encodage, multiplexage, etc. Gardez à l'esprit aussi que pour les auditeurs qui interviennent, dont je ne faisais pas partie, c'est la découverte du monde des multiplexeurs, du monde de l'audiovisuel, des caméras miniaturisées, des perches, etc. On découvrait donc le boulot de TV5, c'était vraiment la prod audiovisuelle, ils le faisaient bien, c'était impressionnant, et nous on n'y connaissait absolument rien, mais il fallait les aider. En moyens qui ont été déployés, donc c'était 3 à 6 auditeurs, avec du soutien à distance pour l'analyse des données, des entretiens avec, premièrement, les premières actions, donc ça va être les entretiens avec les administrateurs et leurs nombreux prestataires. Et notre but à nous, c'est de tout auditer le plus vite possible, d'obtenir une vision précise et exacte de leur réseau, d'auditer le maximum d'applications métiers qui ont été déployées sur le réseau, qui sont utilisées chez TV5, pour déterminer leur adhérence à l'Active Directory, notamment pour pouvoir savoir quelle va être la casse lorsqu'on va vouloir tout couper et tout réinstaller. Et enfin, ça va être des éléments de remise en place qui vont permettre de déterminer qu'est-ce qu'il va falloir collecter comme élément ou faire comme action pour la remise en place d'un cœur de confiance de leur système attaqué. Je reviendrai sur cette notion de cœur de confiance un petit peu plus tard. Gardez aussi à l'esprit que les délais étaient extrêmement contraints, puisqu'une chaîne qui s'arrête de diffuser, c'est quelque chose de catastrophique. La montée en compétences devait être très rapide pour des technologies très particulières. Il fallait n'oublier absolument aucun élément du réseau, de peur que quelque chose reste actif sur ces éléments. Et le contexte médiatique était relativement particulier, si vous vous souvenez un petit peu de ce qui s'était passé à l'époque. En particulier pour l'ANSSI, qui n'est pas forcément une grande communicante, la prudence l'amène habituellement à se taire, pour le bien ou pour le pire. Ce qu'il s'agit de faire, c'est quand même de se montrer humble face à l'attaquant. On ne sait pas ce dont il est capable. Peu importe son niveau, il peut présenter un niveau faible, mais en fait avoir des ressources qui sont inexploitées. Et enfin, pour TV5 Monde, ce qui était assez particulier, c'est que ce jour-là, malgré, dans leur malheur, je dirais, la une, c'était eux. Et nous étions leur scoop. On était dans leurs locaux. Et la chose la plus importante à l'époque, c'était quand même de protéger les agents qui bossaient. Tout le monde voulait de l'information immédiatement, chose qui était impossible, peu fiable, parasitante, voire. Pour vous donner quelques petites anecdotes, on était un petit peu les agneaux au milieu de la meute de loups, et il fallait se protéger notamment des caméras qui poursuivaient les agents de l'ANSSI dans les couloirs,
Les collègues ont dû parfois se cacher sous les bureaux lorsqu'une caméra rentrait inopinément dans les salles de réunion ou les salles de crise. Ça s'est réellement arrivé. Il y aura des vidéos en ligne qui présentent cet événement. Courir dans les couloirs en étant poursuivi par des caméramens. Calfeutrer les vitres des salles de réunion parce qu'ils essaient de filmer à travers, etc. Et là, ça m'amène à parler d'une certaine antagonie des journalistes, c'est-à-dire que très vite, l'info a repris le dessus, et malheureusement, c'est quelque chose qui va aller à l'encontre de leurs propres intérêts, puisqu'en fait, publier de l'info sur ce qui est en train de se passer comme investigation ou comme action, c'est mettre en péril leur propre réseau et leur propre activité, sauf qu'ils ne s'en rendraient pas forcément compte. Pour eux, la priorité, c'était de traiter l'info, mais ils ne se rendaient pas compte que si l'attaquant regardait leur propre chaîne, peut-être qu'il avait encore une backdoor ou quelque chose d'actif via un lien qu'on n'avait pas encore découvert, et vous verrez qu'il y en avait, qui pouvait potentiellement les remettre à finir de les achever. Donc voici par exemple la salle des opérations qui a été mise en place sur place. Dans la photo, vous avez 3 agents de l'ANSSI seulement, le reste ce sont des personnels de TV5 Monde et leurs prestataires. Et ça m'amène à parler de la différence de perception par les équipes d'exploitation et d'administration. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement important à retenir, c'est que la réalité diffère très souvent de sa perception par les équipes. On peut être certain que son réseau est très sécurisé, la réalité peut être tout autre, voire dramatique. Et c'est valable pour n'importe qui, y compris les spécialistes en sécurité, se garder à l'esprit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et d'où une d'autant plus importante nécessité de rester humble face à ces attaquants, d'autant plus que traiter un incident va contraindre à l'exactitude des données qu'on sait sur son propre réseau. Si on n'a pas d'informations exactes, et ben peut-être que l'attaquant va s'être servi des choses qu'on aura oubliées. Et donc l'audit exhaustif qu'on va essayer de mener en est le mal nécessaire. À court terme, pour TV5, il fallait pouvoir retravailler très vite. Idéalement demain, comprendre en fait hier. Et donc ça passe par la mise en place d'un service minimum d'accès à Internet, donc une bulle filtrée qui permettait une consultation minimaliste, avec la mise en place d'un système de SAS pour les clés USB, pour les échanges de fichiers avec la production, notamment aussi des échanges filtrés, etc., avec un FTP et un pare-feu exprès dédié pour ces échanges-là, pour commencer à créer du nouveau contenu. Parce qu'en fait, il faut savoir que depuis que TV5 avait repris le fonctionnement et la diffusion le jeudi soir, donc le lendemain de l'attaque, en fait, ils tournaient sur des enregistrements en boucle qu'ils avaient déjà sauvegardés sur leur filer, mais ils ne pouvaient plus rajouter de nouveau contenu. Donc pendant plusieurs jours, la chaîne a émis que des boucles et des rushs qu'ils avaient déjà tournés avant l'attaque. Donc le besoin pour eux, le plus immédiat, c'est de pouvoir retrouver une émission en rajoutant du nouveau contenu et en tournant des nouveaux JT. Et enfin, gardez aussi à l'esprit que TV5 a des contrats de diffusion avec des distributeurs qui tombent, leur contrat tombe dès que la chaîne cesse d'émettre. Donc en gros, ils ont déjà perdu en fait sur des émetteurs satellites le slot qui était attribué à TV5 et ça peut leur coûter extrêmement cher. Donc voici la bulle Internet qui avait été mise en place. 5 postes pour la consultation, ça a rapidement grossi puisque c'est rapidement devenu le réseau de travail principal des journalistes et ça a amené à une 50aine de postes dans ce style-là. Sauf que, évidemment, il ne fallait pas faire n'importe quoi, il y avait une certaine rigueur dans leur usage puisqu'on ne pouvait pas faire confiance à quoi que ce soit, on ne savait pas exactement tout ce qui avait touché l'attaquant. Regardez qu'on n'a encore rien nettoyé à ce stade-là. Et ça m'amène également à parler du traumatisme que ce genre d'incident peut susciter, et pas forcément au niveau informatique, mais sur toutes les équipes de l'organisme, à plusieurs niveaux. Il y a des conséquences sur les conditions de travail qui vont devenir très dures très vite, notamment les horaires vont être extrêmement importants, les vacances ont été annulées immédiatement pour quasiment toutes les équipes techniques, et la pression est croissante, puisque vous imaginez que le jour du lancement d'une nouvelle chaîne, ça ne plaît pas forcément d'avoir un tel incident. Il y a le traumatisme lié à l'attaque qui perdure et qui est très présent dans les équipes de journalisme et qui est très difficile à percevoir pour nous techniciens lorsque l'ATSI intervient. C'est quelque chose que nous on traite tous les jours, donc on est très habitués. Et pour des gens qui subissent ça de plein fouet, c'est quelque chose qui est réellement profond et qui les a réellement affectés. Et il y avait la crainte persistante que l'attaquant revienne, refasse quelque chose, finisse de les achever, détruise absolument tout et qu'il se retrouve sans job du jour au lendemain. Donc voici un peu notre timeline par contre de l'intervention et non pas de l'incident. Avec la date de sabotage tout à gauche. Et on a démarré immédiatement les investigations numériques comme vous l'a décrit mon collègue. Et immédiatement la création d'un environnement de travail minimaliste. Très peu de temps après, ça a été suivi des audits exhaustifs, de la compréhension du réseau bureautique, de l'infrastructure réseau, des applications métiers, et après une bascule qui va permettre de reprendre la main sur un cœur de confiance sain,
ça nous permet en fait de poursuivre une phase de durcissement qui va s'étaler très longtemps dans le temps. Et on va détailler tout ça maintenant. Donc pour ce qui est de l'architecture réseau, premier aperçu, c'est ce que nous avons obtenu le premier jour, enfin à H+1. Alors c'est une reconstitution, mais c'est réellement le schéma réseau qui a été dessiné et qui a été dessiné par les personnels de l'ANSSI. L'idée, c'est de commencer à imaginer une stratégie de chasse pour essayer de chasser l'attaquant d'une part, mais aussi d'identifier les points clés de l'infrastructure et orienter les analyses forensiques. Idéalement, ça doit intervenir dans les minutes qui suivent notre arrivée, mais les informations détaillées tardent à venir. Et donc vous pouvez largement imaginer pourquoi l'ANSSI insiste sur la nécessité de tenir à jour une cartographie de son propre réseau, qu'on rencontre en fait rarement dans les faits, mais avoir une cartographie de tous ces accès Internet, c'est quand même quelque chose d'assez important quand on subit une attaque. Et 12 que vous pourrez retrouver dans les réglementations récentes, et notamment un ensemble de règles de la loi de programmation militaire qui peuvent être certes désagréables pour certains opérateurs d'importance vitale, sans viser personne en particulier, mais que vous imaginez aisément nécessaires pour traiter un incident. Et quand on voit que notre premier schéma c'est ça, vous pouvez imaginer que si la problématique c'est la dispo et de remettre en place une production rapidement, si on maîtrise son propre réseau à ce point-là, ça va être compliqué. J+1, premier schéma réseau reçu. Donc voici un schéma réseau un peu classique, une espèce de backbone d'un réseau d'organismes. C'est la première vision technique issue des documentations de TV5 Monde. Mais en fait, voilà, à peu près la base de travail du prestataire d'infogérance du réseau. On voit que c'est une autre paire de manches, il y a énormément de VLAN, quelque chose de compliqué. La différence est faramineuse avec les schémas qui étaient obtenus précédemment, et ça va avoir un impact considérable sur la continuité de la diffusion qu'on va devoir assurer et la complexité d'assurer cette continuité, la dispo de tous les équipements et la charge de travail en termes d'audit et d'intervention. J'en viens à faire un petit point sur l'externalisation. Dans ce cas de figure, TV5 avait énormément de prestataires et perdait beaucoup la maîtrise. Cette perte de maîtrise, quand on externalise son infogérance, ça implique naturellement une perte de connaissances en interne. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable. L'externalisation, qu'elle soit pour des bonnes ou de mauvaises raisons, ça va forcément impliquer une perte de connaissances. L'important, c'est de bien la gérer. Et l'urgence de l'incident rend cette externalisation et cette perte de connaissances très problématique. Gardez également à l'esprit que pour des décisions de sécurité, on ne peut pas faire confiance aux prestataires pour prendre des bonnes décisions pour sa propre sécurité. Vos prestataires pour lesquels vous allez déléguer l'infogérance de votre SI, ils vont prendre les bonnes décisions pour eux pouvoir poursuivre leur contrat avec vous. Pas forcément pour votre sécurité. Et ça, c'est un point important à garder à l'esprit. Et donc, l'organisme peut littéralement passer à la merci de ses prestataires et ne plus avoir la maîtrise de son propre système. Et gardez encore une fois à l'esprit aussi que cette situation est largement répandue en France, l'ANSSI la constate tous les jours. Ça nécessiterait idéalement une grosse remise en question afin de pouvoir, pour chaque organisme, pouvoir tout reconfigurer seul, pouvoir collecter les journaux seul, pouvoir tout isoler seul, sans intervention externe, sans prestataire, pouvoir prendre une décision urgente seul. En l'occurrence, c'est quelque chose dont on ne peut pas mesurer les impacts si on ne connaît pas bien son SI. L'état des lieux que l'ANSSI va essayer d'effectuer. En gros, on veut tout inventorier, absolument tout. Une revue de toutes les liaisons externes, toutes les configurations d'équipements, quels qu'ils soient, les plus obsolètes, les plus exotiques, etc. Tous les équipements métiers. Et on va vouloir se construire notre propre vision des éléments du système d'information, et on peut également tomber sur de bonnes surprises. Le TACAX en était un bon exemple. Gardez à l'esprit que si on fait ça, c'est parce qu'on cherche à trouver l'aiguille dans la botte de foin que les administrateurs ont oublié, mais que l'attaquant a très bien pu exploiter. La journalisation, en l'occurrence, par exemple, c'est en général la première action en traitement d'incident. On veut figer les journaux, absolument les préserver. Donc on va augmenter leur taille absolument et on va centraliser les journaux et essayer de les sauvegarder et avoir un séquestre qui soit le plus protégé possible pour en conserver l'intégrité et pouvoir les analyser dès qu'on pourra. En l'occurrence, une bonne recommandation, c'est de mettre en place des séquestres WinRM pour collecter les logs des systèmes Windows ou syslog pour d'autres systèmes, mais du moment que c'est sur une machine dédiée, ça sera toujours un précieux atout. Alors c'était comment? On a une présentation sur des réseaux d'infrastructures de data center et d'hébergeurs. C'était très similaire et c'est quelque chose qui est extrêmement surprenant, c'est qu'en fait, le backbone de TV5 Monde était constitué d'équipements Cisco pour data center. Sur un backbone qui s'apparentait à un backbone d'opérateurs télécoms, avec, j'ai mis les détails techniques, un cloisonnement interne qui reposait sur le concept de VRF, on verra plus tard ce que ça peut impliquer,
Mais donc, les règles existantes n'offraient pas une granularité. C'est pas quelque chose qui va filtrer sur la base d'une IP source, un port source, IP destination, port destination, ou faire du contract encore moins. C'est juste, on va dire, des limitations en termes de routage quasiment, pour simplifier. Et ça ne permet pas, en gros, de pouvoir isoler des zones métiers différentes de sensibilité hétérogène. Et enfin, ils avaient pour tous ces équipements réseau leur TACAX qui était la bonne surprise et qui collectait absolument tout, donc ça a été un bon point. Leur contexte métier, justement, c'est un réseau qui développait plusieurs centaines de gigabits par seconde, avec des équipements uniques, à tous les sens du terme, et gardez à l'esprit donc que ça nécessite de concevoir un cloisonnement sans filtrage classique, puisque sur plusieurs centaines de gigabits par seconde, d'essayer de mettre en place du contract et du filtrage port source, IP source, etc., ça ne marchera pas, vous ne pourrez plus diffuser à ce débit-là. Et donc, pour les éventuels intervenants en cas d'incident, gardez à l'esprit qu'il faut absolument tenir compte du contexte métier de vos victimes et qu'il ne faut pas faire une recommandation pour faire la recommandation parce que c'est la bonne pratique, etc. On devra toujours faire avec. Et en l'occurrence, on va devoir faire au mieux avec l'existant chez TV5 sans transiger. Donc, on va essayer de trouver une solution pour utiliser ce qu'ils ont comme équipement et leur capacité de filtrage pour mettre en place des réseaux d'administration isolés, du reste du réseau bureautique, du réseau de production, etc. On fera au mieux et on verra ce qu'on peut faire. Alors, c'était comment? Donc, revoilà notre petit schéma de tout à l'heure qui a été un petit peu complété. On repère leur pare-feu tout neuf dont ils s'étaient un petit peu vantés immédiatement après l'incident. Sachez que dans ce pare-feu, en fait, c'était pas forcément, il était placé en cœur de réseau, mais dedans, il n'y avait aucune règle de filtrage ou je crois que c'est peut-être au maximum 2 règles de filtrage, quelque chose comme ça. À cause principalement des performances et du fait que le cloisonnement reposait sur les VRF. Donc on a d'énormes lacunes de segmentation, pour dire il n'y avait quasiment pas de segmentation. Non mais en vrai, c'était comment? Donc après discussion, on affine le schéma et là on découvre des petits ajouts. Donc vous remarquez qu'il y a un deuxième pare-feu qui vient d'apparaître. Et en l'occurrence, ça vient de la part d'un prestataire d'infogérance du réseau, et notamment du pare-feu principal, qui avait la peur de s'enfermer dehors et de se scier sa branche en faisant une fausse manip sur le pare-feu principal. Du coup, il y avait une connexion Internet sauvage qui avait été mise en place avec un pare-feu alternatif pour pouvoir retrouver un accès quand même en interne. Il y avait également, dans tout ce système-là, des comptes privilégiés, on les a vus tout à l'heure dans l'analyse de l'incident, aux authentifiants par défaut, ou des comptes qui étaient issus de l'intégration ou de l'infogérance et qui ont depuis été oubliés. Ceux-là ont parfois été utilisés par l'attaquant, on l'a vu tout à l'heure. Donc ces comptes qui ont été déployés lors de l'installation des équipements ont été oubliés par les équipes où la passation n'a pas été faite, et l'attaquant finalement s'en est servi. Ce que vous voyez à droite du schéma, ce sont en fait les différents réseaux des diffuseurs qui vont émettre les flux vidéo, et donc il y a un routeur de broadcast qui permet de diffuser vers ces opérateurs. Ce qu'on peut voir également sur ce réseau, c'est que du coup les broadcasters, qui sont les petits nuages à droite, ont un accès quasiment privilégié au cœur de réseau de TV5 Monde. Et s'il n'y a pas vraiment de filtrage, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un de ressortir ou de rentrer par là? On ne sait pas. Pour parler d'intégration, sous-traitance et infogérance, ce qu'on est important de retenir sur ce que je viens de dire, c'est que les passages de flambeau entre ces différentes phases de vie d'un système sont souvent complexes et sujets aux oublis. Notamment les règles de filtrage inconnues, les comptes privilégiés oubliés ou les facilités d'exploitation à distance. Ce sont autant de choses que ces prestataires peuvent mettre en place sans forcément tout documenter ou tout faire dans les règles. Ça arrive plus souvent qu'on le croit. Et enfin, ce qui a été endommagé a été placé en rouge, donc les multiplexeurs, les routeurs et les équipements réseau sont à peu près ceux-là. C'est un petit peu plus détaillé avec ça, mais voilà. Pour l'anecdote, en fait, TV5 Monde n'a pas cessé d'émettre partout, puisque chez Free, on pouvait toujours regarder la télé. Free parce qu'en fait, ils ont leur propre encodeur et leur propre routeur de diffusion qui était placé chez TV5 et que l'attaquant n'avait pas touché. Du coup, c'est un peu ce qui a sauvé les flux chez Free. Alors, ce à quoi ils ont échappé avec tout ce que vous pouvez imaginer. On est passé à 2 doigts de catastrophe, que ce soit la destruction physique de matériel, qui aurait pu être des pertes assez énormes parce que c'est des choses assez uniques, ou la corruption de contenu, publication de contenu illégitime. Mais tout cet événement en fait est représentatif de l'extrême vulnérabilité des systèmes informatiques aujourd'hui. Il y a un réel problème de prise de conscience de l'importance de l'informatique dans nos sociétés modernes. Alors, il y a eu plusieurs coups de semonce, TV5 en faisait partie, c'était déjà en 2015, c'est il y a 2 ans. Sauf que depuis, on a WannaCry, qui est revenu sur le devant de la scène,
et qui a fait des vagues, mais tout le monde s'excite un petit peu sur WannaCry, mais si vous vous rappelez, en 2003, il y avait encore une fois des Verts qui avaient, je crois que c'était Sasser ou quelque chose comme ça, qui faisaient rebooter le service serveur de Windows, et c'était quasiment la même chose. Et l'histoire se répète, mais tout ça, en fait, c'est... aucun attaquant n'a réellement voulu faire des morts, en fait, aujourd'hui en France, ou dans le monde d'ailleurs. Mais gardez l'esprit qu'un jour, ça pourra faire très mal. Sachez également que l'ANSSI œuvre discrètement, mais depuis longtemps, avec beaucoup d'opérateurs pour empêcher ça. Beaucoup d'opérateurs sont très volontaires et le font en bonne conscience, mais c'est pas forcément le cas. Cette prise de conscience n'est pas forcément le cas, n'est pas forcément aussi répandue qu'il le faudrait. L'architecture réseau, notre solution que nous avons retenue pour remettre à plat le réseau, ça va être déjà, c'est partir du constat que l'assainissement des règles existantes, vous aviez vu le nombre de VLAN qu'il y avait, enfin, la complexité du réseau en cas de réseau, l'assainissement était trop complexe. Donc du coup, on veut repartir à zéro et on va créer nous-mêmes 41 nouvelles VRF pour créer des zones isolées et faire des autorisations au coup par coup. Donc certaines vont être dédiées aux postes d'administration, notamment pour les postes des prestataires, pour les postes d'administration Active Directory, pour les services d'infrastructure, etc. Donc on va créer des petites zones réseau et on va migrer petit à petit des postes que l'on va assainir ou réinstaller, etc. dans ces réseaux et on va repartir de zéro. Ce qui va faire en gros que la partie diffusion de contenu, même si elle est compromise ou même si c'est difficile de l'assainir, elle va se retrouver progressivement isolée et on va pouvoir repartir sur un côté sain du réseau et filtrer proprement. J'en viens maintenant à l'audit de la partie bureautique et Active Directory. Alors c'était comment? C'était, comme l'avait dit mon collègue, c'était un relativement petit domaine, enfin même un très petit domaine. 1200 comptes, c'est absolument rien. Monodomaine, monoforêt. La partie métier était presque hors domaine. Le poste de travail était unique par utilisateur, et y compris leur compte et leur credentials. Y compris pour les administrateurs réseau. Donc ils n'avaient qu'un seul compte qui leur servait à faire toutes les tâches, bureautique et administration, etc. Y compris pour les prestataires, dont certains étaient administrateurs du domaine, ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais si le niveau de sécurité peut sembler bas, encore une fois, ça sera peut-être une surprise pour certains, mais le niveau de sécurité des organismes en France est dans une situation similaire dans la plupart des cas. Les grands groupes, en plus, ont le désavantage d'être moins flexibles que les petites structures. Donc une opération comme on a pu la faire chez TV5 Monde n'aurait pas forcément été possible ailleurs, parce que les chances d'opérer une remédiation efficacement sont d'autant plus proches de zéro que domine l'externalisation, la dissémination de la connaissance du SI, ou sans parler même du manque de volonté stratégique ou financier, etc. Donc il peut y avoir plein de considérations qui font que finalement traiter un incident, c'est pas forcément quelque chose de fluide dans un organisme. Alors l'Active Directory, voici à quoi ça ressemblait. Ça, c'est un graphe. Alors qui était ici au STIC 2014? Vous avez probablement vu une présentation sur Active Directory Control Path, qui est l'outil qu'on utilise ici pour récupérer toute la base de données de l'Active Directory et grapher les permissions. Le gros cercle en vert qu'on voit plutôt vers le bas à gauche, c'est administrateur de domaine. Autour, vous avez des utilisateurs en bleu. Les premiers qu'on va identifier, ça va être les admins de la DSI, sauf qu'il y en a d'autres qui sont administrateurs de domaine par différents niveaux d'indirection. À chaque fois que vous avez un point ici, c'est un administrateur de domaine, c'est juste que c'est avec plusieurs niveaux d'indirection. Les points bleus sont les utilisateurs, le reste, ce sont des objets assez particuliers. À côté, on va avoir les prestataires en question. On va trouver également ici d'autres utilisateurs qu'on n'a pas encore évoqués, mais qui sont le support niveau 1. En haut, par plusieurs indirections, divers comptes de services plus ou moins privilégiés, en l'occurrence, ils le sont extrêmement. On peut trouver d'autres services où on va se demander vraiment qu'est-ce qu'ils font là. La logistique ou la RH, hein. Bon, pourquoi administrateur de domaine? Et enfin, on va retrouver notre fameux compte local administrator, qui est directement dans le groupe administrateur de domaine. Pourquoi s'embêter? Voilà. Donc c'est aussi la petite blague, voilà, du compte qui était en anglais dans un domaine entièrement français et qui a été créé plusieurs semaines avant le sabotage. Ça me vient parler d'Active Directory qui est quand même sujet au syndrome du clicodrome. C'est trop facile à administrer. Admin AD et admin sécurité AD, ce sont des spécialités très différentes, des profils très différents. Le second est très rare et très spécialisé et souvent jugé soit inutile, soit trop coûteux, donc pas présent dans les structures. Cependant, les notions essentielles liées à la sécurité sont trop rarement maîtrisées par les admins, on va dire, classiques.
sans parler de nouvelles fonctionnalités récentes, des fonctionnalités récentes qui ont pu être présentées aussi ici, sont quand même parfois disponibles depuis Windows Server 2012 R2, qui date un petit peu maintenant, dont la fin de support approchera forcément inexorablement d'ailleurs. Et pour illustrer la sécurité Active Directory, ça peut être représenté comme ça. L'administration et l'exploitation, c'est en fait la partie émergée de l'iceberg. Et si vous voulez vraiment sécuriser votre AD, il faut maîtriser toutes les notions qui sont en bas. Il faut bien les maîtriser parce que si vous commencez à les paramétrer et que vous le faites mal, vous pouvez obtenir un faux sentiment de sécurité et ne pas avoir une protection efficace. Voire pire, avoir des trous béants et vous retrouver avec une porte d'accès que l'attaquant va pouvoir exploiter. Donc l'AD, c'était comment? Enfin, l'AD et la bureautique, plus précisément. Absence de filtrage entre les postes clients et serveurs, entre les réseaux bureautiques et métiers. Il n'y avait pas de réseau d'administration dédié, mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est commun. C'est quelque chose que l'ANSSI pousse à faire, mais c'est quelque chose qui est en fait répandu. Il y a très rarement un réseau dédié. L'administration était possible depuis un VPN PCI qui, lui, n'était authentifié que par un mot de passe simple. Et des équipements qui présentaient des configurations dangereuses. Autre point, il y avait un durcissement du parc qui était lacunaire, partiellement dû au fait que macOS X était omniprésent et qui ne dispose pas d'équivalent des GPO pour pouvoir les paramétrer à distance de manière centralisée. Et il n'y avait pas de GPO de durcissement qui était appliqué pour les systèmes Windows. Les mises à jour étaient plus que lacunaires puisque le WSUS, le serveur de mise à jour, était en panne depuis 2013 pour un incident en 2015. Et toutes les actions de gestion étaient faites en tant qu'administrateur de domaine alors que ce n'était pas forcément nécessaire. J'en viens à la dernière partie de la présentation. Rassurez-vous, il ne reste que 25 slides. Premièrement, ça va être les actions de durcissement. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est mettre en place un réseau d'administration dédié pour protéger les admins déjà, et qui soit isolé. On va vouloir filtrer et faire une zone pare-feu entre la zone compromise et la bulle Internet temporaire. On va vouloir, pour les prestataires, leur dédier des postes pour pas qu'ils utilisent des moyens qui soient compromis et qui soient eux surtout. Et on va mettre en place, qui soient gérés par eux, je veux dire, et donc qui sont gérés par TV5 et fournis aux prestataires. Et on va mettre en place des rebonds RDP avec le shadowing pour pouvoir observer les sessions des prestataires si besoin. Donc ça sera enregistré localement et on va pouvoir y revenir dessus. Au niveau des journaux, on va centraliser la collecte des journaux Windows, au moins des contrôleurs de domaine par WinRM. Pour ce qui est de l'Active Directory, les premières actions de remédiation, ça sera la rationalisation de l'architecture logique, donc c'est le graphe que je vous ai montré un peu avant. Nettoyer les comptes et les permissions, assainir les groupes privilégiés, restreindre les authentifications possibles par les administrateurs pour éviter qu'ils puissent compromettre leur propre mot de passe, etc. Mettre en place un durcissement d'une politique de mot de passe, c'est-à-dire en fait en l'occurrence mettre en place une politique de mot de passe, et donc on a voulu, pour ce faire par exemple, expirer les mots de passe des utilisateurs qui avaient un mot de passe qui était plus vieux que X mois. Problème, en fait, de nombreux mots de passe n'avaient pas changé depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, et donc en déployant notre nouvelle politique de mot de passe, énormément de comptes, si ce n'est la totalité, ont expiré. Et donc tous les journalistes de la rédaction se sont retrouvés à devoir changer leur mot de passe en voulant se reconnecter. Et là, on a vu quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un énorme traumatisme des gens qui commençaient à craquer devant leur PC, puisqu'en fait, ils se demandaient si l'attaquant n'était pas en train de revenir. Rappelez-vous que c'était plusieurs jours après l'attaque, mais que le traumatisme était encore bien présent, et c'en est très révélateur. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'anticipe pas forcément nous parce qu'on déploie nos actions techniques, mais c'est quelque chose qui est encore important à garder en tête. Et enfin, sur l'Active Directory, on met en place un modèle de délégation de droits qui correspond grosso modo à ceci. Et ça correspond à en fait identifier des groupes de ressources, que ce soit des machines ou des services, des applications, par criticité. Donc on va vouloir avoir ce qu'on appelle le cœur de confiance de notre SI, je le détaille juste après, au niveau rouge, l'équivalent du niveau rouge, les serveurs métiers critiques qu'on va placer au niveau jaune, la partie bureautique et le courant qu'on va placer au niveau vert, et on va créer un groupe d'administration par niveau, avec des comptes qui vont être dans ces groupes qui seront dédiés à ce niveau et cette couleur. Donc on va mettre chacun de ces groupes de couleurs dans les groupes d'administration locale de nos ressources. On va mettre en place les restrictions d'authentification pour pas qu'un compte rouge puisse se connecter sur une machine jaune ou verte, pour pas qu'en mémoire il puisse se retrouver un jour des credentials, etc. On va interdire la bureautique et Internet depuis les comptes d'administration et depuis les postes d'administration. Plus de surf, plus de mail, plus de Word, plus rien. Et on va leur dédier des postes depuis lesquels réaliser ces actions.
Donc, si ce modèle tient, la compromission d'un niveau ne pourra plus atteindre les autres hors vulnérabilité 0D, en gros. Les évaluations de privilèges vont être complètement coupées entre ces niveaux-là. Et donc, par contre, l'inconvénient, c'est que ça bouleverse énormément les pratiques d'administration et d'exploitation d'un système. Le cœur de confiance, enfin. Donc, cette remédiation qu'on va vouloir opérer doit préparer le rétablissement d'un cœur de confiance, donc le niveau rouge que j'évoquais juste avant, du système. Et ce cœur de confiance doit être sain et doit repartir sur un mode sain et durci. Il comprend, ce cœur de confiance, tous les moyens d'authentification, donc l'annuaire de votre réseau, les moyens d'administration de ce réseau, donc tout ce qui va être administrateur de domaine, délégation de privilèges, les postes administrateurs, leurs comptes, etc. Et toutes les ressources qui, si elles sont compromises, vont compromettre tous ces comptes et ces objets que je viens de mentionner. Donc par exemple, ça pourrait très bien être le cas d'un serveur WSUS, ou ça pourrait très bien être, s'il peut déployer des mises à jour sur les postes d'admin, ça sera le cas. Ou d'un serveur Exchange, s'il a des privilèges élevés, ça pourrait être autant le cas. Ce qu'il faut voir du coup, c'est que l'objectif, c'est uniquement de récupérer ce cœur du système dans un état sain pour s'assurer qu'il sera plus prenable facilement. Les postes de travail sont absolument secondaires et considérés comme perdables. Donc en gros, la tâche de durcissement et de verrouillage de ces postes est une tâche qui ne sera jamais parfaite et qu'on ne pourra pas assurer l'innocuité et l'invulnérabilité de ces postes. On fera au maximum ce qu'on peut pour protéger, by design, je dirais, le cœur d'administration et le cœur de confiance, pour protéger les serveurs métiers critiques. Voilà. Et enfin, cette opération permet de rendre acceptables les risques liés au fait qu'on ne pourra pas réinstaller toutes les machines ou qu'on a peut-être oublié une machine. Donc on va repartir sur un cœur sain. On veut s'assurer qu'il ne soit pas prenable, et peut-être qu'il restera un poste de travail où il y a quelque chose qu'on a oublié, mais l'idée c'est que lui seul ne permettra pas la compromission totale du réseau à la reprise. Donc si on reprend notre réseau Active Directory, voici la tête qu'il avait avant assainissement, c'est exactement le slide que je vous avez présenté avant. Voici le graphe après. Donc si vous avez des questions, on pourra détailler pendant la phase de questions le graphe, je l'ai avec moi dans l'interface. Donc on voit dans ce graphe-là, par exemple, qu'il n'y a plus que les administrateurs de la DSI qui sont le petit groupe en carré des utilisateurs, et il reste un utilisateur qui est directement administrateur de domaine en cas de secours. Et enfin, je finis sur notre bascule, c'est-à-dire que toute cette phase-là, c'était la phase de préparation, on a déjà déployé des mesures préventivement, mais maintenant il faut effectivement repartir sur des contrôleurs de domaine sains et un cœur de réseau sain. Donc le concept, c'est restaurer ce cœur de confiance. L'Active Directory, ses droits, ses secrets, son intégrité, ses contrôleurs de domaine, ses ressources d'administration. On va vouloir réinstaller les contrôleurs de domaine, les ressources d'administration, donc les postes de travail des administrateurs, etc. Les machines compromises, toutes celles qu'on a pu identifier avec la phase d'analyse présentée juste avant, on va tout réinstaller. On va réinitialiser tous les secrets, mot de passe, KRB, TGT, compte de service, PKI, il ne faut pas les oublier. Assainir les permissions. Le but, c'est d'éjecter l'attaquant et fermer toutes les portes et de fermer les fenêtres pour qu'il reste dehors. Et essayer de les fermer à double tour. Nos contraintes, c'est que ce sont des actions qu'il va falloir mener de manière atomique. Donc on va vouloir prendre une petite phase, très courte dans le temps, où on va isoler le réseau, arrêter le SI pour qu'il y ait le minimum d'activité et effectuer cette opération de changement du cœur. Donc pour des raisons de sécurité, ça permet de fermer toutes les sessions en cours, notamment, que ce soit de l'attaquant ou d'autres choses. Pour des raisons de fiabilité, ça va être, par exemple, des opérations qui ne sont pas triviales, notamment changer le KRB TGT en si peu de temps. C'est une opération qui peut faire présenter un risque, et ça peut casser un SI, notamment à cause des renouvellements de tickets Kerberos, etc. Et ça évite l'emballement à cause de contrôleurs de domaine qui seraient éteints. Voilà. La continuité de l'activité, on a dû mener une étude de faisabilité pour voir si c'était possible de continuer la diffusion pendant cette opération de bascule, qui va durer plusieurs heures. Il y a un point dur, c'est que les filers métiers de diffusion étaient authentifiés sur l'Active Directory, c'était des partages SMB, et donc il fallait encore avoir un Active Directory, un contrôleur de domaine, qui puisse contrôler leurs authentifications à eux, pendant 24 heures sur 24. Donc la coupure de l'AD est impossible, et c'est la première fois que l'ANSSI a joué une bascule en conservant un Active Directory en fonctionnement. Donc le démarrage, c'est le lundi 11 mai, donc un mois après l'attaque, à 17 h, après le week-end du 8 mai. Le vendredi, c'était le 8 mai. Un bon week-end de repos pour tout le monde, malgré certaines craintes de devoir revenir faire des actions, parce que les contre-audits, par exemple, auraient pu révéler que des actions prérequises n'étaient pas en place. Et du coup, il aurait fallu les mettre en place avant le lancement de la bascule. Donc on génère les listes de comptes qu'on va vouloir traiter, notamment ceux qu'on va vouloir supprimer.
réinitialiser, faire expirer, ceux qu'on va devoir traiter manuellement pendant la nuit en question, et ceux qu'on ne peut pas toucher pour X ou Y raison. On développe des outils spécifiques pour surveiller cette opération. C'est la première fois qu'on a fait quelque chose d'assez critique avec un SI en fonctionnement. Il y a des problèmes d'intégrité, des bases d'Active Directory qui vont se poser, et on va vouloir surveiller la réplication Active Directory pendant cette opération, pour voir si on ne va pas casser tout en mettant en place des nouveaux décès. Et enfin, donc le contrôle dit, je viens de l'évoquer. Donc comment ça marche? La bascule, vous avez votre système d'information qui est sain en bas, avec les flux Active Directory qui montent vers les contrôleurs de domaine. Ce qu'on va vouloir faire, pour passer d'un cœur de confiance compromis, qui est représenté par en gros les contrôleurs de domaine, à un cœur sain, voilà. On va vouloir arrêter le système et ne conserver que les serveurs métiers critiques. Une fois qu'ils sont maintenus, qu'on a bien arrêté le système, on va consolider les contrôleurs de domaine et éteindre pour n'en conserver qu'un seul. Une fois qu'on n'a plus qu'un seul contrôleur de domaine et qu'il est intègre, on va le répliquer via une connexion filtrée sur 2 contrôleurs de domaine que l'on a installés pour l'occasion. Ils sont tout neufs, on vient de les installer et on va répliquer les bases dessus. On en garde 2. Un DC pivot qui va poursuivre l'opération, un DC témoin qui va servir pour mesurer l'intégrité de la base. Donc une fois que la réplication est terminée, on isole. Dans une zone isolée, le DC pivot, lui, il va être répliqué sur un contrôleur de domaine qui va être reconstruit. Donc comme lui était déjà branché, comme le DC pivot était branché dans le cœur de réseau de TV5 et qu'il y avait peut-être encore de la compromission, y compris sur le contrôleur de domaine, on répète l'opération vers un contrôleur sain, la dernière version, etc., bien durci et tout. Une fois que la réplication s'est effectuée, on retire le DC pivot. Et là, on va comparer les bases de données Active Directory entre le DC qui, lui, est resté allumé pour assurer les authentifications dans le réseau compromis qui devait continuer à tourner, et notre DC témoin sur lequel on a dupliqué sa base. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui s'appelle les USN, des numéros de modification dans la base, et voir les modifications associées pour voir si elles présentent un risque sur l'intégrité de la base. C'est un peu comme si vous vouliez migrer une base de données SQL. S'il y a des opérations d'écriture entre-temps, votre base, après, si vous faites un backup et que pendant le backup, il y a des opérations d'écriture, votre backup n'est pas forcément intègre et si vous le restaurez, vous allez peut-être casser votre application. C'est exactement le même principe. Donc, on va comparer ces écritures pour voir s'il n'y en a pas une qui est risquée. Si ce n'est pas le cas, on a une décision de go-no-go. Si on fait go, on prend le DC qui était reconstruit, on le réplique sur 3 nouveaux DC et on remet en place nos flux Active Directory en les rallumant, en les mettant dans le réseau. Donc cette coupure-là, au moment où on va remettre en œuvre les DC, dure à peu près 15 minutes, et c'est les 15 minutes de blackout qu'il a fallu faire. C'est les 15 minutes de réelle coupure qu'il y a eu sur le réseau. Et enfin, on peut rallumer tout le reste du système, et normalement, l'authentification se passe comme prévu. Voilà. L'analyse de la fameuse réplication Active Directory, ça représente à ça. Donc ça, c'est l'exemple d'un outil qui a été développé pour l'occasion et vous avez ici l'extrait des contrôles qui ont été effectués. Notamment, ça a été testé avant la bascule pour vérifier la faisabilité de cette continuité et ça a été testé pendant la bascule, enfin ça a été déroulé pendant la bascule pour vérifier ce qui se passait. Et par exemple ici, vous avez des attributs LDAP qui ont été écrits pendant l'opération surveillée et ceux-ci correspondent par exemple à un changement de mot de passe. Cela ici, c'est le logon timestamp, donc c'est l'heure à laquelle un compte s'est logué. Donc cette écriture-là est peu importante pour l'intégrité du système. On peut l'abandonner, ce n'est pas très grave. Ici, on va avoir des modifications de permission, donc c'est le security descriptor qui a été écrit. Ici, on va avoir des déplacements, et là, on va avoir un utilisateur qui a été ajouté au groupe dont le GUID est mentionné ici. Donc ça, on va pouvoir comparer pendant l'opération de bascule le DC témoin avec le DC originel pour voir s'il y a eu une opération d'écriture qui est dangereuse. Et un changement de mot de passe pourrait être dangereux puisqu'une application pourrait ne plus fonctionner après bascule. Il faudrait répliquer le changement. J'en viens à l'opération de bascule. C'était mené pendant que TV5 continuait ses opérations, notamment ses JT. Donc toutes les 4 heures, par exemple, il fallait s'arrêter pour laisser 30 minutes pour que le JT puisse avoir lieu en direct sans interruption, au cas où on casse quelque chose. Et donc, les équipes de l'ANSSI venaient regarder le JT, puis repartaient, et repartaient pour à peu près 4 heures, et c'était reparti. Donc il y a eu quelques frayeurs, malgré tout ça. La fin s'est opérée vers 5 heures du matin. Quelques anecdotes sur les postes clients qui ne marchaient pas alors parce qu'ils ont été utilisés alors qu'ils n'auraient pas dû. La perte de carte réseau perte matérielle de carte réseau du contrôleur de domaine en fait, donc l'élément le plus critique pendant l'opération. Des développements de scripts à 4 heures du matin, notamment pour mettre à jour les listes de comptes qu'on devait manipuler, resetter, etc.
des mots de passe génériques étaient trop longs ou trop complexes pour être utilisables par les applicatifs, et du coup, ces applicatifs ont assez mal vécu. Voilà. Et gardez à l'esprit qu'après cette bascule, c'est pas fini, il y a toutes les opérations de durcissement qui vont s'étendre dans le temps, et qu'on va devoir déployer, notamment mettre en place ces réseaux d'admin des métiers, la segmentation des bulles de supervision, d'infrastructure, etc. Réinstaller ces machines compromises, réintégrer progressivement des machines saines, et appliquer les recommandations prioritaires. Gardez à l'esprit que du coup, pendant tout ce temps, Internet est réellement resté coupé plusieurs semaines chez TV5. Ils ont vécu avec leur bulle isolée, mais pas avec un réseau utilisable. Donc oui, moi ce que je voulais d'abord, les personnes que je voulais remercier pour cette présentation, c'est la section antiterroriste du parquet de Paris, qui nous a autorisé à faire la présentation d'aujourd'hui, et c'est pas dans leur nature, vous imaginez bien, de faire ce genre de partage. Les personnels du ministère de l'Intérieur, on travaille souvent avec eux, mais sur cet incident, ils avaient une pression politique et judiciaire particulièrement importante aussi du fait que le parquet antiterroriste était saisi de l'incident. Et donc, ils nous ont vraiment soutenus, ils nous ont vraiment été bienveillants tout au long de l'incident pour nous aider avec les difficultés qu'on pouvait rencontrer, notamment sur les matériels embarqués, les encodeurs, sur lesquels on avait des difficultés pour faire les copies forensiques. Donc, vraiment, avoir leur soutien et pas leur pression, ça nous a changé de ce qu'on a l'habitude de subir. Donc, merci à eux. Je voudrais aussi, bien sûr, remercier mes collègues parce que je suis devant vous aujourd'hui, mais c'est eux qui travaillent vraiment. Ils sont extrêmement compétents, ils sont extrêmement agréables à travailler avec, et leur professionnalisme et leur dévouement est indéfectible. Donc merci vraiment à eux. Et puis ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils comptent pas les heures parce qu'ils les facturent pas. Donc c'est juste génial. Je voudrais aussi remercier TV5, je l'ai fait un petit peu parce que ils ont été bienveillants, on ne connaissait pas leur métier, franchement, on a ouvert les grands yeux cette première réunion du 9 avril, quand on était chez eux le premier jour, ils nous parlaient de trucs, on voyait vraiment pas de quoi ils nous parlaient, on faisait des grands yeux, et ils nous ont expliqué, ils ont compris nos ignorances. Nous, on a essayé de comprendre les leurs aussi en termes de sécurité. Donc, on a appris les uns des autres, on a été humbles chacun de son côté, et ça s'est très très bien passé. Donc, vraiment, bravo à eux et merci de leur professionnalisme aussi dans leur métier. Et puis, tous les acteurs, toutes les planètes ont été réunis pour pouvoir vous faire cette présentation aujourd'hui. Et je tiens à remercier à tous les gens qui ont permis que cette présentation soit possible aujourd'hui, parce que vous le savez, l'ANSSI ne communique peu sur ces incidents, et celui-ci est assez exceptionnel dans ce sens-là. Donc, merci à tous ceux qui ont permis que ça soit possible. Merci à vous pour ce témoignage. En dépit du très léger retard, je propose quand même qu'on prenne une ou deux questions, parce qu'il y en a certainement dans la salle. Oui, merci beaucoup pour le rétex. Est-ce que vous avez une idée du coût qu'aurait représenté votre intervention du début jusqu'à la rémédiation si la facture avait été présentée à l'entreprise? Vous parlez du coût pour l'ANSSI. Le coût de l'intervention. l'ANSSI. Je suis pas sûr que ça a été chiffré. Merci pour ce super retour. Au tout début, vous avez partagé le fait qu'il y a 2 comptes fournisseurs qui ont été utilisés. Est-ce que vous avez été plus loin? Est-ce que vous n'êtes pas dit? Est-ce que les fournisseurs eux-mêmes, pendant un certain écart de temps, se sont pas fait pirater? Est-ce que vous avez pu aussi investiguer de ce côté-là? Alors c'est possible, mais malheureusement, la plupart de ces prestataires étaient à l'étranger. C'est des matériels très spécifiques chez TV5, donc c'est des consultants qui voyagent à travers le monde chez tous les groupes de médias, etc. C'est un peu des globetrotters qui ne posent jamais leurs valises, et donc il était très difficile de les choper et de pouvoir réaliser des analyses, parce qu'on n'était déjà pas dans notre juridiction, donc il fallait soit se baser sur leur bonne volonté, soit faire des réquisitions judiciaires à l'étranger, etc. Ça s'est révélé extrêmement complexe, et ça n'a pas toujours été possible. Non. Merci beaucoup déjà pour l'excellent rétex. Une petite question, vous parliez d'utilisateurs qui ont été traumatisés
et qui ont cru à une réintrusion sur le renouvellement de mot de passe. Et j'ai pas vu dans l'équipe originale, est-ce qu'il arrive que le COSI se déplace avec des gens qui font de la communication de crise en interne? La communication de crise chez la victime, Exactement. c'est pas vraiment le travail de l'ANSSI, et je veux dire, en matière de communication, je sais pas si on a des exemples. Un excellent, en tout cas merci pour votre retour. Je pense que vous venez un principe de gagner l'estime et la reconnaissance de toute la communauté. Donc une question qui moi m'a énormément surpris, est-ce que TV5 Monde avant avait eu des audits en interne pour un peu déceler toutes ces failles qui étaient quand même assez aberrantes? C'était pas le cas. Merci pour ces réponses concises. Une dernière question. Bonjour, merci pour cette présentation. Chez TV5 Monde, les assaillants ont réussi donc à rentrer. Est-ce que vous avez été saisi ou est-ce que vous avez entendu dire sur d'autres réseaux de télé qu'il y a eu des essais aussi peut-être infructueux de compromission ou de tentatives d'attaque? Alors, on a communiqué avec les patrons de médias assez tôt dans l'incident pour partager certains éléments qu'on avait, effectivement pour essayer de prévenir ce genre de situation. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de retour positif dans ce domaine. Merci encore pour cette super présentation.